Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Paul Demoule, qui est professeur émérite d'archéologie à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne et membre honoraire de l'Institut universitaire de France et aussi ancien président de l'Institut national de recherche archéologique préventive. Alors ça, c'est très important parce que, comme vous savez, l'actualité est euh, tout à fait trépidante, mais l'actualité du néolithique est aussi extrêmement trépidante. Et donc, si vous voyez dans un centre-ville euh, le chef des terrassiers discuter le soir avec la chef des archéologues, c'est grâce à Jean-Paul Demoule. Et c'est important pour l'ensemble du patrimoine français et ça a servi de modèle pour d'autres pays. Alors, Jean-Paul Demoule a mené des fouilles en France, en Grèce et en Bulgarie et il s'est spécialisé dans l'étude du néolithique et de l'âge du fer, tout comme sur l'histoire et le rôle social de l'archéologie, et plus récemment sur les rapports entre l'archéologie et l'art contemporain. Il a publié environ 400 articles ainsi qu'une quarantaine d'ouvrages, dont certains sont traduits, et parmi les plus récents, mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident, mais aussi les 10 millénaires qui ont fait l'histoire. Quand on inventa l'agriculture, les chefs et la guerre, ça c'est en 2017 également. Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, ça c'était en 2018. C'est un collectif. Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps, ça c'est en 2020. La préhistoire en 100 questions 2021. Homo migrants, que je vous recommande chaudement, une histoire globale des migrations, qui est une sorte d'histoire mondiale de la migration depuis la préhistoire. Et puis, l'ascenseur occupe la 501. Là, c'est avec Sofical, donc c'est sans doute en rapport avec l'art contemporain. Et puis, il y a aussi Histoire de l'Europe, tome 1, Origine et héritage de la préhistoire au 5e siècle. Ça, c'est 2024 en collaboration. Qui a peur de l'archéologie? La France face à son passé 2024 avec Alain Schnapp, pardon. L'incroyable histoire de la préhistoire 2025 avec Benoît Sima et Lucas Landais. Et enfin, La France éternelle, une enquête archéologique. Voilà, c'est 2025. Donc, on, on a le plaisir de l'écouter à présent. La discussion sera menée par Bernard Lyonnais et elle interviendra juste après l'exposé de, comme d'habitude. On vous recommande de couper vos micros et pour éviter les interférences et pour la discussion d'utiliser le petit signal d'icône de main levée pour vous inscrire. Voilà, je lui passe la parole avec plaisir. Bien, merci beaucoup pour cette invitation, effectivement. Donc, mon, mon livre a une dizaine d'années maintenant, même si j'ai fait quelques mises au point dans la version poche, et puis la version anglaise qui est parue en 2023 chez Oxford University Press. J'ai aussi fait quelques petits ajouts puisque les choses n'ont pas tellement bougé sur le plan, à ma connaissance, sur le plan linguistique ou mythologique, mais en revanche, la génétique a beaucoup avancé et on a les travaux génétiques se sont développés juste après l'apparition de mon livre, donc je voudrais évoquer sans être trop techniques, quelles sont les discussions autour de
la génétique, la paléogénétique, donc recherche sur l'ADN ancien connecté avec l'archéologie. Alors, pour certains qui connaissent bien, ils me trouveront peut-être un peu trop didactique, mais pour que les choses soient claires, je veux quand même revenir un peu aux origines. Et je vais aussi faire deux avertissements parce que je n'ai jamais dit que il n'y avait pas un- une famille de langues indo-européennes, contrairement à ce qu'on me fait dire quelquefois. Et je n'ai jamais dit que parce qu'il y avait des détournements de cette idée indo-européenne, notamment par le nazisme, mais aussi par les extrêmes droites actuelles, ça disqualifierait toutes les recherches linguistiques, mais aussi archéologiques dans ce domaine. Donc je préfère le dire, le redire dès le début. Alors, pour certains, c'est évident, mais je rappelle donc il existe une famille de langues indo-européennes, comme il y a une famille de langues sémitiques ou, euh, ou sino-tibétaines, qu'il y a un certain nombre de ressemblances entre un certain nombre de mythologies de sociétés anciennes parlant des langues indo-européennes, et que l'explication classique dès le début du 19e siècle, c'est qu'il y aurait eu un peuple originel parti quelque part d'un foyer originel et qui se serait répandu en diffusant sa langue. J'ai mis entre parenthèses à chaque fois en allemand Urvolk, Urheimat et Ursprache, dans la mesure où je l'évoquerai brièvement, la grammaire comparée des langues indo-européennes pendant tout le 19e siècle est essentiellement une science allemande avant qu'elle aille un peu plus loin. Alors juste pour rappel, ce qu'on appelle la famille des langues indo-européennes, bah, ça comprend une douzaine de sous-familles bien connues, les langues celtiques, italiques dont le français, germanique, balte, slave, qui est plus grande famille en Europe, mais la plus grande famille en général, celle qui a le plus de locuteurs, c'est les langues indo-iraniennes, et puis des langues plus disperses, plus restreintes comme le grec, justement l'albanais, l'arménien, et puis des langues disparues, toutes les langues anatoliennes, dont le hittite ou le tokarien du Xinjiang. Donc, quelques exemples bien connus, hein, les mots pour dire la mère, qu'on va retrouver Mater, Mutter, Matar, ou le père, Pater, Fada, Vater, Pitar, etc., etc. Donc, à l'origine, cette famille de langues indo-européennes, sur les cartes, c'est ce que vous avez en haut, hein, en bleu, en bleu ciel, là où elles étaient parlées, et il semble foncé. Donc, c'est la situation à l'origine parmi les quelques 6000 langues répertoriées dans le monde, et actuellement la situation. Et celle-là, en vert foncé, là où une des quelques 200 langues répertoriées indo-européennes est la langue officielle principale, et en vert clair où il y a Je, parmi, à côté de la langue ou des langues officielles, des langues minoritaires qui sont également indo-européennes. Donc vous voyez que à part toute la zone arabe et la zone sino-tibétaine et apparentée, ça recouvre quand même pas mal de monde, même s'il y a aussi des langues minoritaires qu'on ne voit pas, comme les langues sud-américaines. je vous demande, Alors, je vous demande pardon, excusez-moi, votre partage d'écran n'est pas activé, donc on n'a pas vu encore votre carte, votre. Si, si, si. ah bon, Ah c'est oui, oui, pas. moi je Et vous on le le voit vois. très bien. Ah bon, pardon. Alors, C'est là, vous la voyez? Oui, on voit bien la carte. d'accord. Et celle-là? Aussi, ouais, celle qui est en vert. Oui. D'accord. D'accord. Donc, les langues européennes, indo-européennes ne sont pas les plus anciennes connues, hein. Les plus anciennes connues, c'est en Égypte et en Mésopotamie.
les langues indo-européennes les plus anciennes connues, c'est seulement vers moins 1500, c'est le grec mycénien, le hittite et le sanskrit. Néanmoins, ces trois langues sont déjà très différentes les unes des autres. Donc, s'il y a un point origine, il est forcément beaucoup plus ancien. Et puis, il y a des langues qu'on ne connaît que plus tard, hein, comme les langues germaniques, à partir un peu après le début de notre ère, un peu plus loin les langues slaves, et puis il y a des langues encore plus récentes, connues du moins comme l'albanais ou les langues baltes. Alors notre approche, c'est à partir de quand on peut historiquement et géographiquement euh, fixer des populations parlant des langues indo-européennes. Donc donc là, cette carte écrase la chronologie. Les Celtes, c'est dans les derniers siècles avant notre ère, comme les langues italiques, le grec, comme j'ai dit, c'est un peu plus ancien. Le hittite, on l'a vu, moins 1500, mais au moins c'est là où on peut fixer géographiquement des peuples locuteurs de langue indo-européenne. Alors, les hypothèses sont très anciennes, même si la reconnaissance d'une parenté des langues indo-européennes date de la fin du XVIIIe, mais dès le début du XVIIIe, Leibniz se demande si effectivement le fait qu'il y ait ces parentés de peuples, ça ne tirerait pas son origine du nord de la mer Noire, ce qu'on va régulièrement retrouver. Alors, dans l'historiographie euh, anglo-saxonne, on cite à chaque fois immanquablement une partie du discours d'un magistrat anglais à Calcutta au sujet des hindous en 1786, parce qu'il dit qu'il y a une ressemblance entre le latin, le grec, mais aussi le gothique et le celtique, et le sanskrit, donc et le vieux persan, qui permet de penser que toutes ces langues ont dû jaillir d'une source commune. Traduction en français, hein. Évidemment, le discours est en anglais. Mais ce qu'on oublie, c'est de lire cet article censé être fondateur jusqu'à la fin, où un peu plus tard, il dit les hindous ont une immémoriale affinité avec les anciens Perses, Éthiopiens, Égyptiens, Phéniciens, Grecs, Tuscans, c'est-à-dire Étrusques, Scythes, Goths, Celtes, Chinois, Japonais et Péruviens, et qui pensent que donc ils viennent tous d'une région centrale. Là, on serait plutôt dans le discours de ce qu'on appelle un fou scientifique. Donc certes, il l'a vu, il y a pas de démonstration, mais en tout cas, on peut difficilement dire que ça serait réellement une découverte magnifique et soudaine. Et, il y a d'autres, sans rentrer dans le détail, d'autres savants qui avaient déjà reconnu certaines ressemblances. Alors là, ce qu'on appelle la grammaire comparée des langues indo-européennes va vraiment commencer avec les Allemands, avec Franz Bopp, qui, qui n'ont, je le rappelle, aucune prétention idéologique. C'est juste de l'érudition. Il va commencer à comparer, à faire une grammaire comparée de ces différentes langues. C'est la première génération, je vais vite, hein, je ne rentre pas dans les détails. La deuxième génération au milieu du 19e, c'est August Schleicher, qui est botaniste de formation et qui va être le premier à tracer un, un arbre généalogique, comme vous l'avez ici, des langues indo-européennes, donc avec ce motif de l'arbre généalogique. Il est botaniste, donc c'est des questions qu'il connaît bien. Et puis, il va être le premier à essayer d'écrire une fable en langue indo-européenne, reconstituer les moutons et les chevaux, comme vous le voyez ici. Donc, on va commencer à chercher justement ce point origine, hein, de même que l'ensemble des langues romanes viennent
de l'existence d'un petit peuple sur le Latium en Italie centrale qui va ensuite conquérir une partie de l'Europe, hein, et de la Méditerranée, eh bien, comment on va le trouver? On va chercher les mots qui sont communs aux différentes langues indo-européennes et qui devraient en principe décrire cette très originelle. Donc, si on peut reconstituer un mot pour le être, latin fagus, anglais beach, allemand buch, etc., ça veut dire qu'il y avait des êtres dans la patrie originale. Donc ça, c'est la carte qui a été proposée par mon collègue Mallory sur tous les endroits, si on essaie de recouper. Il n'y a pas de mots pour les saumons. Enfin, il y a des mots pour les saumons, mais il n'y a pas à tel endroit, il n'y a pas de saumon. Il y a des mots pour les ours et les saumons, mais il n'y en a pas aussi à tel endroit. Donc, on recoupe tout et à la fin, chaque ovale là, de couleurs différentes, portant le nom d'un savant, vous voyez, une quinzaine de localisations qui ont été proposées. En gros, ça couvre tout, pratiquement depuis l'Atlantique jusqu'aux steppes de l'Asie centrale et même et même l'Égypte. Donc, ça veut dire qu'il y avait un problème de méthodologie. Et si on reprend maintenant rapidement l'historiographie de cette position, dès le début, effectivement, comme le déclic, c'est quand on s'aperçoit que le sanskrit ressemble au grec ou au latin, eh bien, on va penser tout de suite que c'est l'Inde, finalement, que ces sociétés, ce peuple originel vient d'Inde. Mais ensuite, plus on va connaître l'Inde, plus les Européens vont trouver que c'est quand même une culture extrêmement différente, même si ça paraît un bon relais, mais j'y reviendrai, à une origine biblique, notamment Voltaire s'était intéressé à ce sujet. Donc, ensuite, milieu du 19e, je parlais de ce qu'on appelle la paléontologie linguistique, donc voir quels sont les mots communs. Et donc, c'est un érudit suisse, Adolphe, et officier par ailleurs, Adolphe Pictet, qui va essayer dans son livre sur les origines indo-européennes et les Aryas primitifs, hein, de reconstituer le paysage, et c'est un paysage qui se situe en Asie occidentale, qu'on appelle Bactriane, plus ou moins une partie de l'Afghanistan actuel, et qui est un paysage qui ressemble d'ailleurs un peu à sa Suisse natale. Et puis on avance dans le temps, fin 19e, début 20e, un autre érudit allemand, Otto Schrader, écrit donc Real Lexikon der Indo-Germanischen Altertumskunde, donc une encyclopédie des antiquités indo-européennes en indo-germanique, indo-germain, où là il propose les steppes de l'Asie centrale, Europe centrale, enfin Europe orientale, comme lieu des Indo-Européens. Et on a toujours pratiquement pas de contribution archéologique, c'est déduit uniquement de la philologie, de l'étude des langues. Il y a des problèmes autour de ça. Par exemple, il y a un mot commun pour l'ours qu'on ne trouve pas dans les steppes. Donc il dit, eh bien, il va quand même y avoir des ours dans les steppes. Il n'y a aucun mot commun pour les poissons, alors que les steppes sont parcourues par de très grands fleuves. Donc il dit, il y a un tabou il devait y avoir un tabou sur les poissons. Et puis, début 20e maintenant, ultime localisation, l'archéologue allemand Gustav Kosina, professeur à l'université de Berlin, propose la Baltique et en cohérence avec le terme d'indo-germain pour les indo-européens. Donc les vrais indo-européens originels, c'est les Germains qui ensuite vont partir à la conquête. Alors comment on peut avancer, bah, il faut essayer de voir d'un point de vue archéologique si on voit progressivement
une culture matérielle donnée, des formes de vases, d'outils, de modes funéraires, d'architecture se répandre progressivement, comme on peut voir l'extension de l'Empire romain archéologiquement, mais il faut montrer aussi que ce déplacement, cette migration a quelque chose d'indo-européen. Donc, on a vu qu'il y avait une quinzaine, une vingtaine de localisations. Si on focalise un peu plus les principales, actuellement, il y en a trois qui tiennent plus ou moins la corde. La première, donc, c'est les pourtours de la Baltique. Donc, je parlais à l'instant avec Gustave Cosina, qu'on voit, son livre Die Indogermanen, qui a proposé ça dès les années 2010, et avec le fait que partie de ces lieux, ce pourtour de la Baltique, eh bien, en 14 raids, les Indo-Germains vont imposer leur langue, mais cette langue va évoluer et les conquérants vont un peu s'abattardir, bastardirung au contact des indigènes et il conviendrait de leur restituer leur pureté originelle et ça va être le programme du nazisme, même si Costina meurt 2 ans avant la prise du pouvoir par Adolf Hitler. Euh, il n'y a aucune preuve archéologique d'un tel déplacement, parce que l'archéologie s'est quand même développé beaucoup depuis Cossina, mais on va retrouver dans les mouvements d'extrême droite cette localisation dans les années 1980 par le linguiste Jean Audry, qui était professeur à Lyon 3 et membre du comité scientifique du Front National, qui va, par exemple, vous voyez cette note en bas de page, citer Günther, l'un des principaux raciologues nazis, Rassenkunde des deutschen Volks, 1933, ou un peu plus loin du même Günther, die Nordische Rasse bei den Indogermanen, 1934. Et ces que sais-je sont réédités régulièrement par les PUF, mais qui finiront par arrêter de rééditer. Donc, il l'a republié à compte d'auteur. Voilà, Audry à droite, qui appartient au mouvement Terre et Peuple, présidé par Pierre Val, que vous avez à gauche. Voilà, quelques autres images de cette extrême droite païenne, hein, qu'on appelle la nouvelle droite également, et qui avait eu son heure de gloire dans les années 80-90. Le fondateur, c'est Alain de Benoît, là, quand vous avez son livre Vue de droite, qui avait reçu un prix de l'Académie française, sa revue Nouvelle École, et de Benoît est l'un des inspirateurs directs de l'ancien ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, du temps de Valéry Giscard d'Estaing, et on trouve des citations comme ça. Les Indo-Européens durent pour eux-mêmes, attachés à ce qui enracine, à l'origine des civilisations de la science la plus avancée et dont l'esprit d'invention de création les a conduits en 4500 ans par une longue marche progressive des bords de la Baltique, donc il s'agit bien de la Baltique jusqu'à la Lune, allusion à l'arrivée des astronomes astronautes américains sur la Lune. Comme ce centre d'études était quand même extrêmement marqué à droite, il y a eu un problème de thèse négationniste, etc. Il y a eu une enquête qui a mené par Rousseau. Donc, vous voyez le rapport qui a mené à sa dissolution et est décédé il y a quelques années. Néanmoins, mon livre, effectivement, a évidemment heurté ce courant de pensée. Donc, vous avez un article dans la principale revue Éléments que vous trouvez assez facilement en librairie, qui est la revue plus populaire à côté de Nouvelle École, la revue théorique. Vous avez un long papier de Audry contre mon livre, Les Indo-Européens, victimes posthumes du politiquement correct. Et encore un autre article, cette fois dans la nouvelle revue d'histoire, tout à fait explicitement marqué à l'extrême droite, hein,
que vous avez ici, et puis différentes revues, je ne vais pas m'étendre, mais qui ont été des attaques directes sur mon livre, enfin, nouvel article d'un linguiste amateur, Xavier Delamarre, qu'on voit ici dans une radio télé d'extrême droite converser. Delamarre d'un côté et converser avec Alain de Benoît, ou encore ici une autre revue d'extrême droite. Un nouveau exemplaire de la revue Nouvelle École, justement, 2018, paléogénétique des Indo-Européens, essayant, sous pseudonyme, d'expliquer que la génétique, néanmoins, a bien montré que, et où donc je suis attaqué de manière pas toujours extrêmement élégante, ou dans Valeurs actuelles, nos ancêtres les Français, là c'est une photo de moi-même, accusé gaulois, cachez-vous. Des attaques sur ma fiche Wikipédia où j'étais obligé de demander médiation, et encore récemment de nouveau dans Éléments, et en septembre 2023, la liste des 501 imposteurs les plus néfastes, pourquoi il faut les dégager, et donc je suis dans la catégorie les faux savants. Le Carrefour de l'Horloge, une officine d'extrême droite, décerne chaque année le prix de Lysenko à ses pires ennemis, et donc je l'ai reçu en 18, si je me souviens. Oui, non, pas en 98. Oui, enfin bon, non, 93, en même temps que Carlo Gainsbourg. Donc, je rappelle de nouveau, c'est pas parce que c'est l'extrême droite depuis plus d'un siècle s'est emparée de ce sujet que ça veut pas dire que la question est non scientifique, bien au contraire. Alors, deuxième hypothèse géographique, c'est la mer Noire. Et je vous ai cité nord de la mer Noire, donc l'Ukraine actuelle, la Russie méridionale. Je vous ai cité Leibniz tout à l'heure, Otto Schrader également, et ça a été repris par un des plus grands préhistoriens de l'entre-deux-guerres, Gordon Childe, dont le premier livre, The Aryans, reprenait également la théorie steppique, mais à la fin de sa vie, il laisse un testament publié dans la revue Antiquity, où il dit c'était enfantin, pas childéen, donc jeu de mots, childish, childish. Mais c'est repris dans les années 70 par une archéologue lituano-américaine, Maria Gimbutas, et son disciple James Mallory, et donc l'idée que ça part du nord de la mer Noire, et ensuite, d'après elle, un certain nombre, donc voilà, Maria Gimbutas à gauche, mais qui est devenue un peu une idole des mouvements féministes en Californie. Elle part de Lituanie au moment de l'arrivée de l'armée rouge, elle passe une thèse en Allemagne, auquel elle est de formation germanique, mais ensuite elle doit être professeure à Harvard, et puis à Los Angeles, à UCLA. J'ai encore étudiant, j'ai eu l'occasion de fouiller avec elle en Macédoine yougoslave. Alors, comme effectivement en Californie, c'était pas très porteur de reprendre ces idées invasionnistes, elle va fabriquer un système où il y aurait d'un côté une vieille culture européenne, avec très matriarcale, matrilinéaire, égalitaire, pacifique, et puis vont surgir des steppes les Indo-Européens qui sont patriarcaux, guerrier, pasteur, etc. Donc elle reprend le même schéma, mais cette fois elle le retourne, au lieu que ça soit le peuple, un peuple d'élite, un peuple de seigneurs, c'est des gens plutôt pas fréquentables qui vont anéantir une civilisation supposée brillante et pacifique. Et les choses vont être développées par son disciple James Mallory, qui vient d'ailleurs de ressortir, je l'ai pas mis sur la diapo, mais un nouveau livre où où il fait de nouveau un peu la synthèse. Il est professeur en Irlande. Alors les Indo-Européens, ce serait, quand on fait les reconstitutions d'après
les insertions musculaires sur les crânes, hein, puisqu'on va pas retrouver les chairs, mais on trouve les crânes, auraient ressemblé à ça. Voilà, voilà quelles étaient leurs poteries. Ils font aussi ils sculptent des sortes de menhirs en forme de guerriers. Ils enterrent les morts importants au fond d'un puits. Donc ça s'appelle la culture des tombes Aphos. Euh, 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 Grubengrabkultur en allemand, ou Pilgrave Culture en anglais, ou Yamnaya Kultura en russe, et si bien que maintenant la littérature anglo-saxonne a pris l'habitude de les appeler les Yamnaya avec un Y ou les Yamna suivant les cas. Donc ils ont ces stèles, ces stèles de guerriers, et comme on retrouve aussi d'autres stèles dans l'ouest de l'Europe, des fois on veut y voir un mouvement d'invasion depuis l'Ukraine, donc à partir de l'Ukraine et sud de la Russie, on aurait le schéma à partir de Maria Gimbutas, on aurait ce type de diffusion. Alors, il y a un certain nombre de problèmes, et je vais y revenir un peu plus tard, autour de ça. Il y a un érudit français, Michel Danino, qui vit en Inde, qui a dit que archéologiquement, même si cette idée d'invasion aérienne a été très populaire chez dans les hautes castes du nord de l'Inde, on avait beaucoup de peine à vérifier archéologiquement. Et puis, donc, vous avez toute une série de livres, cette fois plus grand public, qui ont repris cette hypothèse, le linguiste Martinet, le- euh, l'historien Sokolov, etc., etc., et également dans la littérature anglo-saxonne, Fordson ici, et puis le plus populaire, David Anthony, Horse Wheel Language. Et troisième hypothèse, cette fois, le Proche-Orient, avec l'archéologue Colin Renfrew, récemment disparu, qui est sans doute l'archéologue anglais le plus connu, qui a été même fait lord par la reine d'Angleterre, donc ce qui est rarissime chez les archéologues, il y en a eu que deux. Et donc son livre, L'énigme indo-européenne, traduit en français. Donc l'idée est que le néolithique, c'est-à-dire la domestication des animaux et des plantes, elle se fait au Proche-Orient il y a à peu près 10 000 ans. Elle crée un boom démographique. Le surplus de population va partir dans différentes directions, et notamment en Europe, et ce seraient les Indo-européens. Donc voilà la carte cette fois à Renfrew. On part de la Turquie, et puis on va se répandre dans l'ensemble de l'Europe de manière plutôt pacifique, puisque c'est la colonisation néolithique que personne ne remet en cause, mais éventuellement aussi par conquête concernant l'Inde. Alors, il y a eu tout de suite des controverses, hein. La linguiste d'origine russe, Perel Zweig, par exemple, dans ce livre sur la controverse indo-européenne, il y a les méthodes informatiques qui permettent de rapprocher les langues les unes parmi les autres. Les méthodes dites phylogénétiques ont proposé, un groupe de linguistes ont proposé ce type d'arbre qui commencerait aux alentours de moins 8000 avant le présent, et donc ça conforterait l'hypothèse de Renfrew. Mais d'autres linguistes avec d'autres méthodes ont proposé une datation plus basse qui conforterait l'hypothèse steppique. Alors, juste quelques rappels historiques, justement, puisque on s'est inspiré de l'Empire romain et de son extension comme modèle sous-jacent. Se rappeler néanmoins que il n'y a pas des langues romanes partout, hein. Ça, c'est l'état actuel en Europe et dans les Amériques. Mais par ailleurs, l'Empire romain ne peut pas le rater archéologiquement, alors que
ce mouvement, d'un point de vue archéologique supposé, depuis les steppes, est très peu visible. Alors, on a utilisé le modèle, au contraire, conquistador, une petite élite, c'est déjà chez des grands linguistes comme Meillet, qui va partie, qui ou un petit, une élite guerrière va prendre le contrôle. Le problème, c'est que les francs de Clovis, je suis en train de parler français, mais comme vous savez, noyés dans la masse gallo-romaine, eh bien leur langue et leur culture disparaît. Même chose pour les Vikings, qui vont aussi bien fonder le premier État russe que le duché de Normandie, noyés dans la masse, ils disparaissent. Alors sinon, le grand homme dans les années 80-90, c'était le grand mythologue Georges Dumézil, qui était un immense savant avec une immense culture, mais qui a proposé aussi que il y aurait une mythologie originelle qui aurait donné naissance à l'ensemble des mythologies indo-européennes, mythologie ou histoire romancée, avec trois grandes fonctions. La fonction magique religieuse, la fonction guerrière et la fonction travail-production. Et on retrouverait ces trois fonctions dans différents sociétés, de sociétés de langue indo-européenne. Le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça parce que effectivement, ça marche. Le système de Dumézil, pardon, marche pour les Indo-Iraniens, les Romains, les Germains, mais on le retrouve dans certains aspects chez les Japonais et les Coréens avec l'appui du Mésil. Un certain nombre de mythologies de langue indo-européenne rentrent moins dans le schéma et d'autres pas du tout, notamment les Grecs. Et Dumézil avait dit, mais ça a été le génie grec de se sortir de ce carcan, sans oublier évidemment tout ce qu'on ne connaît pas. Et un historien comme Pierre Lévesque, justement, a montré comment on pouvait retrouver un mythe très particulier grec également chez les Japonais. Ce qui veut dire qu'il y a des emprunts effectifs. Et maintenant, il y a des historiens comme Jean-Loïc Lequelec qui pensent qu'il y avait des mythologies encore plus anciennes, à l'époque des premiers Homo sapiens, qui seraient ensuite diffusées en armes et pas prendre trop de temps. Il est évident que les ressemblances que montre Dumézil sont indubitables, mais est-ce qu'il faut les interpréter en termes d'arbres ou en termes de contact? On peut dire qu'il n'y a pas quand même une coïncidence aussi simple. Alors, ça a été repris récemment, je passe très vite, l'article sur les contes indo-européens, etc., etc. Et c'est ce que je vous disais jusque-là, des mythologies mondiales, donc un certain nombre de savants comme en France Le Quélec ou Julien Duy qui on pensait que, au contraire, il y a des mythologies originelles des premiers Homo sapiens et qu'ensuite elles vont se diffuser et finalement ces histoires des Indo-Européens, ces ressemblances indo-européennes en fait, reviendraient à des points beaucoup plus anciens. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'âge du bronze, donc entre 2000 et moins 1000, il y a sans arrêt des échanges de biens de prestige à travers l'Europe avec une mythologie solaire, mais qui n'arrive qu'à cette époque-là, et que de même qu'il y a des échanges matrimoniaux entre les élites, comme on peut l'établir maintenant, des échanges de biens de prestige, et ben, il y a pu y avoir aussi des circulations de mythes. Alors sur la question raciale, euh, dès le XVIIIe siècle, comme on classe les plantes, les animaux, les roches, on a commencé à classer les humains, et Paul Broca en particulier, qui fonde la Société d'anthropologie de Paris en 1869, pour qui ça pose problème, cette diffusion des langues indo-européennes. Donc pour certains comme Broca, les langues se seraient diffusées sans les gens, et on va donc classer toutes les différentes races. Mais à la fin 19e, l'idée de race, sauf
chez certains anthropologues français est abandonnée. Il n'y a plus de raciologie scientifique, il n'y a qu'une seule espèce humaine et le racisme va rester uniquement comme idéologie, mais dès le 19e, avec des gens comme Arthur Gobineau sur l'inégalité des races humaines et Vacher de la Pouge, l'Arien, son rôle social. Mais comme je disais, jusque dans les années 1980, il y a une petite école raciologique française avec Henri-Victor Valois qui, là, c'est la table des matières de son Que sais-je, qui est des années 44 ou 45, qui va être régulièrement réédité. En fait, il n'y a qu'une espèce humaine et les variations de couleur de peau tiennent d'une part à l'ensoleillement. Plus vous remontez vers le nord, plus vous avez intérêt à avoir une peau plus claire en fonction de la sélection naturelle. Et puis vous avez aussi la sélection sexuelle où dans une région donnée, ben, certains traits vont être privilégiés. Donc la génétique, dont j'ai parlé tout au début et qui pour certains aurait définitivement établi la chose. Les Indo-Européens viennent bien des steppes, donc célèbre article dans Nature en 2015, Massive Migration, a Source for Indo-European Languages in Europe. Où à partir d'un certain nombre d'analyses génétiques, eh bien, on va voir des ressemblances. Ici, chaque point est une personne, enfin, génétiquement analysée, et on va trouver qu'on a des ressemblances entre les populations des steppes et celles du nord de l'Europe, si bien que euh, HAC, donc c'est le laboratoire de Iéna, on parle de cette culture des tombes fausses, la Yamnaya Kultura, et on trace une grande euh, flèche qui amène à la culture archéologique dite cordée, et c'est une grande partie donc des mouvements indo-européens. Donc voilà cette céramique cordée, elle s'appelle cordée ou schnour céramique ou cordetware parce que elle est décorée d'impressions de cordelettes sur la pâte fraîche avant cuisson. Euh, L'un des problèmes, c'est que si on prend actuellement les populations européennes d'aujourd'hui, si en vert c'est le patrimoine génétique venant des steppes, en bleu suit des indigènes européens descendants de Lascaux, paléolithique, et orange sud des agriculteurs venus du Proche-Orient, dont on parlait tout à l'heure avec l'hypothèse de Renfrew. Ben, si vous prenez les populations actuelles, eh bien, il n'y a aucune différence, pardon, entre celles de langue indo-européenne et celles de langue non indo-européenne. Non indo-européenne, vous avez les Estoniens ici, les Hongrois là. Enfin, Étrusques, c'est beaucoup dire, enfin, les gens de Toscane, les Basques. Et donc, vous voyez qu'il n'y a aucune différence à part une sorte de gradient nord-sud. Donc, il y a eu un colloque la même année que l'apparition de ces articles à Iéna pour faire synthétiser tout ça et avec voilà l'ensemble du colloque, là, je suis quelque part au milieu, et avec un consensus terminal qu'il n'y avait pas de consensus finalement, malgré ces apports et le fait qu'on aurait donc cette Yamnaya qui ensuite serait partie vers l'ouest et vers le nord, d'autant plus, et le sud-est, d'autant plus que dès l'année d'après, le même laboratoire a proposé un modèle dit hybride qui fait qu'au lieu de partir des steppes, maintenant, il y avait les choses se passaient aussi dans le Caucase. Et en réalité, c'est extrêmement spécialisé, mais plus vous avez d'analyses, plus ça devient compliqué, comme on pouvait s'y attendre, avec des problèmes comme le fait que la poterie des steppes ressemble pas tellement à celle, comme on l'a vu, de la céramique cordée.
mais ça n'a pas empêché dans la littérature, dans les publications grand public, d'expliquer que les Yamnaya, ces cavaliers horse riding Yamnaya, ont été le peuple le plus meurtrier du temps, Invade, etc. Le problème, c'est qu'entre-temps, on a montré que les chevaux qu'on trouve dans le nord de l'Europe avec la céramique cardée ne sont pas d'origine steppique et que en plus, là, puisque ça se passerait aux alentours de 3000, de moins 3000 avant notre ère, la mise en place de la céramique cordée, ben, en fait, les chevaux ne sont pas montés avant moins 2000, comme on l'a écrit dans un article de génétique, cette fois portant sur les chevaux, coordonné par mon collègue de Toulouse, et où je suis co-signataire, donc pas de chevaux montés avant. Alors on a bien quelques massacres de cette époque, mais on n'en a que deux. L'un, c'est deux groupes de la céramique cordée en Allemagne qui se sont affrontés, et l'autre est beaucoup plus massif, qui est en Pologne. C'est la population juste avant la mise en place de la céramique cordée, mais ce qu'on devrait attendre, c'est effectivement des femmes et des enfants qui sont tués, je veux dire des hommes qui sont tués pour que on puisse épouser ou violer les femmes. Et en fait, ceux qu'on retrouve essentiellement, le plus grand nombre, il y a quelques hommes, mais c'est surtout des femmes et des enfants, et c'est le seul massacre vraiment avéré. Alors qu'on a beaucoup de massacres plus anciens à l'intérieur des premiers mouvements de colonisation européenne. Et comme je le disais, les chevaux ne sont... on a des chevaux, mais au début qui ne sont que chassés. Et les chevaux vraiment montés, c'est un millénaire après la céramique cordée. De même, certes, on a ces statues de guerriers sculptés dans la pierre un peu partout en Europe, mais en regardant de près avec des styles relativement différents, et on pense plutôt à une espèce d'air du temps qu'une migration massive. Et en Asie, dans l'actuel Xinjiang, on a beaucoup de momies naturelles, et c'est là où a été identifié au 8e siècle de notre ère les locuteurs de la langue tocharienne qui fait partie du groupe indo-européen. Les analyses génétiques les plus récentes ont montré qu'il n'avait rien, ces momies étaient purement locales génétiquement et pas du tout d'origine d'Europe centrale, d'Europe, oui, orientale, des steppes. Un autre exemple, c'est qu'on a une culture à partir de 2600, entre 2600 et 2200 dans notre ère, qui s'étend sur toute l'Europe centrale, occidentale et centrale, qu'on appelle le campaniforme, parce que les vins sont en forme de cloche renversée, comme vous le voyez. Eh bien, en fait, il y a bien une composante steppique dans le nord de cette culture, mais pratiquement pas dans le sud, alors que c'est exactement les mêmes poteries. Donc, l'identification entre culture et biologie peine à être établie sérieusement. Donc, si on retourne au modèle de départ arborescent des linguistes, si on se promène sur Internet, il y en a toute une série. Hein, là, dans le dictionnaire de de la langue anglaise, on a les linguistes très prudemment ne font pas d'embranchement, ils mettent toutes ces langues en parallèle. Vous citiez tout à l'heure l'arbre phylogénétique qui commence il y a 8000 ans, et vous en avez un autre qui, au contraire, a commencé il y a 5000 ans, donc va appuyer au contraire la théorie steppique, contrairement au précédent. Autre modèle proposé par un linguiste anglais Egarty, et beaucoup plus ancien mais intéressant, de l'anthropologue Kroeber en 1960. Euh, et il fait un schéma au contraire en réseau, cependant. Ce que vous avez là, c'est à chaque fois les langues béarn, baltique, germanique, celte, grec, sanskrit. Et ce qu'on voit, c'est
la proximité en fonction calculée, hein, c'était des méthodes moins sophistiquées que la phylogénétique, mais déjà une proximité mathématique en fonction d'un certain nombre de traits linguistiques, eh bien, il y a coïncidence entre la géographie et les langues. On est plus dans un modèle en réseau que dans les ressemblances, quoi, que un modèle génétique. Il faut se rappeler que si on prend les racines communes si on prend 12 familles sur les 14, même si il y en a qui sont beaucoup moins connues que d'autres, il n'y a que 28 racines. Et quand on arrive à 8 familles, il y en a qu'une centaine. Et Mallory lui-même, chaud partisan de l'hypothèse typique, mais extrêmement rigoureux et honnête, dit que il n'y en a que 14 ou 15 dans 12 familles, donc 1% du total de l'ensemble des racines, 52%, donc 52, donc 4% pour 10 familles, etc., etc. Même chose pour les verbes. Si on reprend la fable des moutons et des chevaux, en haut, vous avez celle de Schleicher et puis deux autres linguistes qui sont essayés, Cortland et Bird. Vous voyez qu'il y a une certaine différence. Mais on va retrouver les arias un peu partout. La chapelle que vous voyez ici à Carnac, hein, de Saint-Michel, eh bien, il y a l'arrivée des arias qui est dessinée par l'artiste. Ici, les arias, aria étant le mot qu'on trouve dans les textes hindous et qui va être repris par les Allemands et également sous le régime de Vichy comme comme synonyme d'un Européen. Donc, vous voyez les arias ici arrivant quand on se promène dans les podcasts, sur YouTube, etc. Et un linguiste amateur qui va défendre l'hypothèse intégrale. Il y a un jeu pour ceux qui aiment les jeux vidéo, où il y a trois peuples en compétition qui parlent chacun à une forme de langue indo-européenne reconstituée par ces deux linguistes américains, Bird and Bird, donc, par Cry Primal, et avec ces différents peuples qui parlent chacun leur langue, une variété de langues indo-européennes, mais avec cette supposition toujours. Là, on voit quelques images de ce jeu et les enregistrements des différents acteurs. Euh, j'ai été attaqué donc par des linguistes dans Pellard, Sagar et Jacques dans le bulletin de la Société de linguistes de Paris en 2018, donc avec mon collègue Gabriel Bergogneau, qui est un grand spécialiste de l'histoire de la linguistique. On a proposé une réponse et cette réponse nous a été refusée. Donc on a quand même mis sur le site HAL du CNRS où chacun peut le lire. Et donc, c'est aussi bien dans cet article que dans d'autres, parce que j'ai publié un autre article dans une autre revue. On a toute une série comme ça de termes qui montrent que on n'est plus dans le débat, mais on touche visiblement à quelque chose de très profond, poudre aux yeux, amateur non éclairé, malhonnêteté, et affirmations ubuesques, etc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres modèles dès la fin du 19e siècle, des élèves de Schleicher, comme Johannes Schmidt avait proposé plutôt un modèle en vague, vous jetez une poignée de cailloux dans l'eau et les ondes vont se croiser. Schurart, autre élève de, de Schleicher est le premier linguiste à s'être intéressé de près aux langues mixtes et au créole. Il a dit il n'existe pas de langue complètement pure. Trubetskoy, qui fonde la linguistique aréale, et dans les années 20-30, a essayé de dire qu'il n'y avait pas non plus
de langues originelles. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de langues qu'on peut considérer comme des langues mixtes, hein, le yiddish entre germanique, slave et hébreu, le roumain avec un tiers de mots slaves, l'anglais, donc, les mots uniquement germaniques, c'est le quart, ce que vous avez en vers, sinon français, latin et autres, etc., etc. Donc, justement, la linguistique est réelle, c'est quand les langues commencent à se ressembler, donc ça a été bien étudié, ce qu'on appelait les balkanismes. Vous avez trois langues indo-européennes, albanais, grec, roumain et bulgare. À l'époque de l'Empire ottoman, où il n'y a plus de frontières, qui vont avoir un certain nombre de traits communs, disparition de l'infinitif, des déclinaisons, verbes d'aspect, etc. Et là, posé par le linguiste Colin Massica, vous avez une trentaine de traits linguistiques, là c'est plus des mots, c'est des traits, et puis une série de langues. En grisé, les langues indo-européennes, et en blanc, celles qui sont pas indo-européennes, et les plus indiquent la présence d'un trait. Et vous voyez que les langues de l'Inde sont beaucoup plus proches des langues géographiquement proches pour ces 30 traits, comme le japonais, birman, turc, qu'elles ne sont des langues indo-européennes d'Europe. Ouais. Là, un autre schéma proposé par le linguiste Alexandre François, cette fois pour les langues polynésiennes, qui montre que c'est toujours beaucoup plus compliqué sans entrer dans le détail. Donc, en conclusion, il y a forcément des phénomènes historiques qui expliquent cette parenté des langues indo-européennes dans une péninsule où il y a eu des échanges constants, mais le modèle trop simple, arborescence, centrifuge, ne paraît pas le plus convaincant. Donc, pour rappel, les Européens commencent à s'inventer un continent. L'Europe, c'est le seul continent pas clairement limité par des mers. On crée une race caucasienne et également des ancêtres à eux tout seuls. On va chercher effectivement euh, un, un peuple propre, hein, parce que tous les peuples, toutes les sociétés du monde ont un mythe d'origine qui explique comment ils sont les meilleurs, hein. Mais le mythe d'origine des Européens, c'est la Bible. Et la Bible, c'est les Juifs, et les Juifs, c'est ceux qu'on massacre quand il y a un problème. Donc, c'est une situation que j'ai appelée schizophrénique. Et effectivement, des gens comme Voltaire sont tout à fait, malgré tous ses mérites par ailleurs, sont tout à fait symptomatique de ce mouvement. Donc au XIXe siècle, on va passer du mythe à la science, comme souvent dans les mouvements scientifiques, mais il faut se rappeler que c'est au moment aussi de l'émergence de l'État-nation, avec l'idée à chaque fois d'une langue unique, alors comme l'a montré par exemple Schouchard, dont je parlais tout à l'heure, on pouvait aller dans l'Europe traditionnelle de Rome à Paris sans rencontrer jamais de frontières linguistiques. C'était de proche en proche, même si on était à l'intérieur des langues romanes, que c'est le moment où l'Europe colonise le monde. Donc c'est le modèle qui vient, l'explication historique qui vient. Et pourquoi d'abord allemand pendant un siècle? Alors, est-ce que les universités allemandes seraient plus sérieuses que les autres? C'est l'hypothèse que je fais, je suis pas le seul, c'est que la langue allemande fait l'unité allemande qui va être réalisée encore incomplètement qu'en 1871. Donc un intérêt beaucoup plus grand pour les langues, alors que pendant tout le 19e, les Français, les Italiens, les Anglais se désintéressent tout à fait de la question. Donc, au XXe siècle, on a beaucoup d'avancées, hein, qu'elles soient archéologiques, génétiques, mythologiques, mais avec la plupart du temps ce même modèle. Donc, XXe siècle, on ne sait pas. Si on garde ce modèle que j'ai appelé cossinien, c'est que les changements de langue, ça serait essentiellement migration et conquête, qu'on aurait à faire à chaque fois des cultures archéologiques bien délimitées, avec une langue unique, et voire
voire uniformes biologiquement, mais qui se reproduisent comme des entités, alors qu'en fait, il n'y a pas de coïncidence très souvent entre langue et culture matérielle. Donc, le problème, c'est que le dialogue peine à s'établir entre ces disciplines qui sont aussi différentes les unes des autres, avec des effets de cercle vicieux interdisciplinaire. Les généticiens partant de l'idée simple qu'il faut juste retrouver une invasion, et c'est quand même très compliqué de réussir, et avec des durcissements sur les positions, comme l'exemple des linguistes que je donnais tout à l'heure, alors il faut être complètement ouvert au contraire. Et ce qui était pourtant mon livre, si on le lit sérieusement, c'est pas, je veux pas faire réduire les linguistes historiques ou les généticiens au chômage. Et j'appelais plutôt à des débats un peu plus profonds. Et je reprends James Mallory lui-même. Il avait fait sa thèse à Los Angeles justement sur cette historiographie du foyer originel, en disant que la solution dépendra peut-être justement d'un changement de paradigme. Donc, je ne remets pas en cause l'idée d'une famille de langue indo-européenne, mais je ne dis pas que les détournements remettent en cause cette parenté, mais je plaide pour des modèles qui soient plus compliqués, échelonnés dans le temps long, et pour résoudre ce problème historique. Et comme je suis optimiste, je pense que petit à petit, on approchera, mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà, je vous remercie.